Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes pourrait changer votre regard sur l'actualité internationale. Pourquoi la RDC a-t-elle été invitée au cœur de la diplomatie égyptienne? Macky Sall, ancien président du Sénégal, candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies, un débat contradictoire qui a surpris la scène diplomatique. Dans le détroit d'Ormuz, un seul incident peut faire trembler les marchés mondiaux. L'Iran résiste. Les États-Unis d'Amérique insistent. Les pays arabes subissent des dommages collatéraux et un projet américain de programme nucléaire civil pour l'Arabie saoudite soulève des questions lourdes de conséquences. Pendant ce temps, l'Afrique doit choisir, observer ou agir. Ce soir, vous allez comprendre ce qui se joue réellement derrière les titres de l'actualité. Bienvenue dans Wangila Connect. Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, producteur associé du JT diplomatique. Alors, je vais être cynique avec vous. Je pense que actuellement, la stratégie de l'Afrique, c'est précisément de ne pas se positionner. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des États en main, ils se sont toujours heurtés à des obstacles. Et Aliko Dangote ne fait pas exception à la règle. Mais pour que l'ambition de Dangote puisse s'exprimer véritablement, il faut une véritable prise de conscience collective de la part des Africains. Des déclarations. Kinshasa s'appuie sur la tribune du Conseil pour imposer des débats thématiques à fort enjeu et mettre sous pression les réseaux internationaux de trafic de minerais. Vous êtes dans votre programme Wangila Connect, où nous sommes en connexion entre Kinshasa et les États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, producteur associé du JT diplomatique, initiateur des apéros de la diversité et du networking, que je m'en vais saluer. Henri Désiré Nzouzi, nous vous saluons. Bonjour ou bonsoir, merci infiniment de m'accueillir. Henri Désiré Nzouzi, vous n'êtes plus à présenter. L'actualité est abondante. Nous allons commencer avec l'actualité qui vous concerne directement. Vous étiez en Égypte, vous avez dirigé une mission économique. La toute première question, vous avez conduit la mission économique et prospective RDC-Égypte 2026. Quel était l'objet stratégique principal de cette mission pour la RDC? Henri Désiré Nzouzi. Oui, alors effectivement, du 9 au 17 juillet dernier, à l'initiative de DJS Access, qui est une société qui est dirigée par Madame Berthe Chastry, j'ai eu l'immense plaisir d'être associé en qualité de partenaire pour la deuxième année consécutive dans cette mission. Il faut rappeler que l'an dernier déjà, nous avions fait le déplacement du Caire, c'était au mois de juin pour précisément poser les jalons de cette mission qui se propose en fait de connecter les écosystèmes économiques et financiers égyptiens avec ceux de la République démocratique du Congo. C'est donc à la tête d'une délégation forte de 30 entrepreneurs congolais que nous avons entrepris ce voyage qui a donné de très bons résultats puisque nous avons abouti à un certain nombre d'accords de principe pour pouvoir explorer d'autres voies de coopération entre les deux pays, et nous avons eu l'immense privilège d'être reçus notamment au ministère égyptien des Affaires étrangères où nous avons eu de très fructueux entretiens avec les autorités égyptiennes. Nous représentons la société civile, on ne peut pas tout attendre des autorités congolaises. Nous pensons que la diplomatie économique peut être l'apanage de tout patriote qui se respecte, et nous n'avons pas hésité à prendre nos responsabilités pour aller à la rencontre justement de cet écosystème égyptien qui nous inspire tant. L'Égypte est un pays
émergent important, a une expérience incomparable et mettre ensemble à la fois cette expérience, mais aussi les atouts, les potentialités de la RDC qui se trouve au cœur d'une double transition, la première écologique, l'autre énergétique, peut donner de bons résultats. Et je pense que cette expérience ou cet échange d'expériences permet aussi aux Égyptiens de s'enquérir des opportunités d'investissement dans notre cher et beau pays. Henri Désiré Nzouzi, parlez-nous de la signature de l'MOU avec investisseurs arabes. Oui, alors le docteur Oda Galal Yassa est à la tête d'une importante entreprise, TCL, qui a dans son giron un certain nombre d'entreprises qui sont représentées dans 43 pays. C'est une femme exceptionnelle qui emploie plus de 14 000 personnes dans le secteur de l'hygiène, dans le secteur des services. Elle est à la tête de l'Union des femmes investisseurs arabes qui est présente dans 22 pays. Et donc ce MOU qui a été signé entre Networking Signature et cette union des femmes investisseurs arabes pose tout simplement les jalons, les bases d'une coopération durable. C'est un échange de bons procédés qui permet à la fois au networking de pouvoir travailler en tant que consultant et conseiller auprès de cette importante structure. Nous allons désormais être en charge de la canalisation des contacts entre cette union et la République démocratique du Congo, créer les conditions de mission économique vers les deux pays, mais surtout nous positionner comme experts sur les questions économiques et financières entre les deux pays. C'est notre manière à nous de nous impliquer dans le rapprochement économique entre nos deux pays. Je rappelle que le chef de l'État a séjourné au début du mois de juin et à l'issue de son séjour, 4 importants accords ont été signés dans différents domaines d'activité, ce qui permet aux deux pays de se rapprocher. Nous, encore une fois, je le répète, en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'intermédiaires, en tant qu'apporteurs d'affaires, porteurs de projets, nous avons l'ambition de prendre toute notre part dans ce rapprochement. Et c'est dans ce cadre-là que ce MOU a été signé avec l'Union des femmes investisseurs arabes. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des affaires de la diversité et du networking et producteur associé du JT diplomatique. Nous allons suivre cet élément sur la mission économique et prospective en Égypte conduite par Henri Désiré Nzouzi. Nous revenons après. Dans la dynamique d'une diplomatie économique africaine renouvelée, le Caire a été le théâtre d'une avancée majeure le 15 juillet 2026. Conduit par Henri Désiré Nzouzi, la mission économique et prospective RDC Égypte avait pour objectif stratégique de structurer un axe commercial direct entre l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale. Dans un paysage économique en mutation, cette démarche vise à positionner la République démocratique du Congo non plus seulement comme une réserve de ressources naturelles, mais comme une plateforme d'investissement et d'opportunités industrielles durables. Temps fort de cette mission, la signature d'un protocole d'accord historique ou MOU en marge du Forum égypto-congolais. Cet accord réunit l'Union des femmes investisseurs arabes, dirigée par le docteur Oda Yassa, et le réseau d'affaires Networking Signature. Pour l'écosystème entrepreneurial, la portée dépasse le cadre symbolique. Il s'agit d'offrir aux femmes entrepreneurs africaines et arabes un accès privilégié aux marchés internationaux, au transfert de technologies et à la mobilisation de fonds d'investissement. Networking Signature s'impose ainsi comme un catalyseur institutionnel entre décideurs arabes et africains. Sur le plan institutionnel, les échanges au ministère égyptien des Affaires étrangères, en présence du vice-ministre, ont scellé des engagements concrets. Les discussions ont acté la mise en place de mécanismes facilitant la circulation des capitaux, la sécurisation juridique des investissements bilatéraux et l'accélération des partenariats publics-privés. L'Égypte s'est engagée à faire bénéficier la RDC de son savoir-faire technique et industriel, notamment dans les infrastructures et la gestion urbaine. Pour les acteurs économiques du continent, cet axe, le Caire-Kinshasa, concrétise une vision pragmatique du développement. En reliant directement les réseaux d'affaires, cette mission pose les jalons d'un corridor économique créateur d'emplois et de valeur ajoutée.
Une diplomatie de terrain qui démontre que l'avenir économique de l'Afrique repose plus que jamais sur ses propres synergies. Le Caire pour Wandjila Connect. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi depuis Kinshasa. Nous parlons de l'actualité internationale et vous êtes au bon endroit. Henri Désiré Nzouzi, nous allons passer à un autre sujet. Nous allons parler des Nations Unies. Beaucoup de choses se sont passées aux Nations Unies. Il y a la présidente tournante, il y a la candidature d'un ancien président au poste de secrétaire général. Et là, nous commençons avec l'ancien président sénégalais Macky Sall a participé au débat contradictoire entre candidats au poste de secrétaire général de l'ONU. Que révèlent ces échanges? Comment vous l'avez trouvé? Est-ce que sa candidature impose? Disons qu'il s'est montré à la hauteur de l'exercice. Alors, on ne va pas revenir sur les conditions relativement difficiles dans lesquelles il a quitté le pouvoir dans son pays, mais c'est vrai que sa sortie n'a pas été très glorieuse. Maintenant, ça fait 2 ans, je pense que les Sénégalais ont tourné la page. Et d'ailleurs, je dois dire que un des résultats inattendus de la crise politique que traverse actuellement le Sénégal, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye ont beaucoup de difficultés à s'entendre actuellement, c'est tout simplement le rapprochement entre le président de la République actuelle, Bassirou Diomaye, et son prédécesseur, ce qui montre bien que certaines alliances peuvent être obtenues en fonction de la conjoncture. Et il faut bien rappeler que dans un premier temps, le Sénégal avait refusé son soutien à l'ancien président sénégalais, en dépit du fait qu'au niveau de l'Union africaine, sa candidature n'avait pas suscité beaucoup d'enthousiasme, malgré le fait que cette candidature était portée par le président en exercice de l'Union africaine, le président burundais Ndayishimiye. C'est vrai que ce soutien, certes tardif, peut redonner un peu d'espoir à Macky Sall. Mais il y a quand même un petit problème. Il y a une règle non écrite qui veut qu'il y ait une rotation géographique lorsqu'il faut désigner le secrétaire général des Nations Unies. Il se trouve que c'est l'Amérique du Sud qui doit, en principe, fournir le prochain secrétaire général, ce qui explique d'ailleurs que sur les 6 candidats officiellement déclarés, vous en avez 5 qui viennent de l'Amérique du Sud. On ne va pas rappeler les pays. Vous avez le Venezuela, vous avez le Chili, vous avez même le Guyana qui sont représentés par des candidates majoritairement féminines. Et puis, vous avez cette candidature de Macky Sall qui fait un peu tâche dans la mesure où s'il y avait eu effectivement une plus grande ouverture et beaucoup moins, je dirais, de non-dits par rapport aux critères de rotation dont je viens de vous parler, on aurait probablement un candidat européen, asiatique, pour briguer le poste. Bon, Macky Sall est le dernier, le seul d'ailleurs à le faire. Je mettrais cette candidature beaucoup plus sous le signe de la symbolique, puisque vous savez que l'an dernier, nous y étions d'ailleurs lors de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale. L'ONU a raté le coche, puisque c'était un rendez-vous historique qui marquait le 80e anniversaire avec cette volonté de pouvoir dépoussiérer les Nations Unies, qui ont besoin de réformes importantes. On se souvient notamment, il y a 2 ans, de cette proposition qui avait été faite par le président Joe Biden en son temps, qui proposait d'élargir le Conseil de sécurité à 2 membres africains supplémentaires, histoire de rééquilibrer les choses, mais on s'est très vite rendu compte que c'était pour faire jouer à nos pays africains des rôles de figurants. Voilà, donc Macky Sall, c'est bien gentil, c'est sympathique, il a la carrure indéniablement, mais malheureusement, il y a des dynamiques et des logiques internes à l'ONU qui font que cette année, malheureusement, ce sera un candidat ou une candidate issue de la zone géographique sud-américaine qui briguera le poste. Henri Désiré Nzouzi, vous l'avez si bien dit, il existe des règles non écrites en diplomatie internationale et les Nations Unies a ces règles non écrites. Mais pourquoi
un politicien chevronné tel que Macky Sall va s'entêter à poser sa candidature, sachant qu'il ne sera pas élu ou sachant que ce n'est pas le tour de l'Afrique de proposer un candidat africain au poste de secrétaire général? Pourquoi perdre son temps? Non, je pense que Macky Sall est suffisamment intelligent pour savoir ce qu'il fait. Je crois qu'il y a derrière cette candidature un calcul. Et de toute manière, je n'irai pas jusqu'à dire que Macky Sall brigue peut-être une autre fonction éminente qui entrerait dans le cadre des Nations Unies. Je rappelle quand même que vous avez des agences onusiennes qui ont été dirigées par d'anciens chefs d'État. Michelle Bachelet, par exemple, qui a été présidente de son pays, a dirigé pendant plusieurs années une agence onusienne. Donc, il n'est pas exclu que Macky Sall puisse éventuellement bénéficier d'une telle faveur. En tout cas, il en a les compétences, indéniablement. Nous pouvons tout à fait avoir un rôle d'envoyé spécial des Nations Unies pour une zone géographique bien précise. Je pense qu'il ne manque pas de postes importants au cœur même du système onusien qui pourrait servir peut-être pas de lot de consolation, mais qui permettrait à Macky Sall de pouvoir donner la pleine mesure de son talent en tant que médiateur. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a effectivement de bonnes chances que cela puisse se produire. Pourquoi pas? Passons à la République démocratique du Congo. La RDC assure la présidence tournante du Conseil de sécurité du 1er au 31 juillet 2026. Quels sont, selon vous, les dossiers importants que la RDC peut porter sur ces tables prestigieuses parce qu'elle en a l'occasion maintenant? Non, mais indéniablement, la gestion, la prévention, le règlement des conflits, au premier rang desquels, évidemment, la situation qui prévaut à l'est de la RDC. Vous avez aussi le dossier important de la gouvernance des ressources minérales dans un moment très particulier. La RDC est au cœur de la transition énergétique. C'est une transition qui fait de notre pays, je dirais, à la fois un pays solution et point focal compte tenu des ressources minérales, compte tenu de l'importance des minerais critiques et stratégiques que notre pays détient et compte tenu du fait que sur le plan écologique et de la biodiversité, depuis la COP 26 de Glasgow, notre pays s'est positionné comme pays solution. Et ce ne sont pas des slogans, parce qu'effectivement, la RDC fait aujourd'hui l'objet d'énormes sollicitations. Et donc, nous avons un rang à tenir. Cette présidence tournante du Conseil de sécurité est une opportunité pour nous de pouvoir porter haut et fort la voix non seulement de la RDC, mais du continent africain, mais aussi plus globalement du Sud global. Et donc, il est tout à fait normal que les attentes soient importantes. Certains rendez-vous ont déjà eu lieu, puisque nous avons eu ce débat de haut niveau qui a permis à la RDC de partager sa vision, notamment sur la gouvernance des ressources minérales et la responsabilité qui incombe au pays de pouvoir trouver des mécanismes qui permettent de garantir une meilleure exploitation de ces ressources à des fins bien évidemment pacifiques. Vous avez aussi cette exigence de pouvoir respecter la lettre et l'esprit des résolutions onusiennes. On pense évidemment à la résolution 2773 qui a été adoptée, je le rappelle quand même, en février 2025 et qui exigeait notamment un retrait immédiat et sans condition du Rwanda, de ses troupes du territoire national. Et vous le savez, cette résolution est restée lettre morte. Notre ministre des Affaires étrangères a eu à cœur de rappeler ce principe intangible en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Il faut respecter la Charte des Nations Unies, il faut respecter les résolutions qui en découlent et il faut évidemment que les pays membres permanents du Conseil de sécurité puissent prendre véritablement leurs responsabilités en prenant les sanctions qui s'imposent dans un tel cas de figure. La grande question, Henri Désiré Nzouzi, comment la présidence tournante portée par la RDC peut-elle contribuer à bouger les lignes en Afrique, notamment sur la crise persistante à l'est de la RDC? Je l'ai évoqué, donc la présidence tournante offre effectivement une belle opportunité. C'est une tribune qui permet à la RDC de pouvoir rappeler à la fois ses exigences, mais aussi les fondamentaux. Mais n'oubliez pas que cette présidence tournante ne concerne pas que la RDC. Nous sommes à la fois
le porte-voix, le représentant, mais aussi l'interprète le plus fidèle d'un Sud global qui aujourd'hui est dans beaucoup de difficultés. Et donc, le paradoxe, c'est un peu à la fois d'être victime d'une agression extérieure et de devoir justement porter la voix de ceux qui exigent davantage de paix, de justice et de sécurité. C'est l'exercice délicat puisque vous avez des intérêts antagonistes qui s'affrontent malheureusement, et on le sait d'ailleurs depuis de très longues années au Conseil de sécurité, notamment entre les membres permanents qui continuent d'exercer une forme, je dirais, de pression et d'influence sur l'ensemble du Conseil. Je rappelle aussi, et c'est quand même important de le rappeler, que sur les 5 membres permanents, vous en avez 2 qui, aujourd'hui, à l'heure actuelle, violent le droit international. Vous avez les États-Unis et la Russie. Et je ne serai pas sévère en vous disant que aujourd'hui, ces 2 pays, dans une certaine opinion, constituent véritablement une menace existentielle pour le reste du monde. Vous avez une Russie très offensive en Ukraine. Vous avez des États-Unis qui, bien évidemment, se sont engagés dans le conflit iranien sur la base d'informations que, avec le temps, on pourra qualifier d'excessives, voire d'erronées. Et ces 2 exemples montrent à quel point jamais la paix, la sécurité dans le monde n'ont été autant menacées, avec les effets collatéraux que l'on connaît. Et donc, c'est très compliqué de se retrouver comme ça au Conseil de sécurité avec 2 pays membres éminents, permanents, qui eux-mêmes sont dans l'illégalité internationale, et devoir convaincre ces mêmes membres non permanents de venir à votre secours ou de s'engager dans la résolution d'autres conflits, alors qu'eux-mêmes sont engagés dans ce type de conflit. Donc, c'est très compliqué. Et donc, nous verrons avec le temps comment les choses s'articuleront. Cette présidence s'achève dans quelques jours. Nous pourrons en reparler d'ici 1 mois ou 2. Mais sachez que la prochaine session ordinaire de l'Assemblée générale, qui débutera le 8 septembre prochain, permettra de pouvoir tout simplement faire un bilan de cette présidence, puisque je rappelle que notre pays reste évidemment membre non permanent jusqu'au 31 décembre 2027. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa, démocratique du Congo, et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité et du networking et producteur associé du JT diplomatique. Nous allons suivre ces seconds éléments. Est-ce que les lignes africaines bougent aux Nations Unies? Nous suivons cet élément et nous revenons après. La présidence du Conseil de sécurité et la succession à la tête de l'ONU placent cet été l'Afrique au centre du jeu diplomatique mondial. À New York, l'audition de l'ancien président sénégalais Macky Sall pour le poste de secrétaire général de l'ONU marque un virage significatif. Portée initialement par l'Union africaine et soutenue à la dernière minute par le président Bassirou Diomaye Faye, cette candidature traduit un réalisme géopolitique strict. Faire prévaloir l'influence collective du continent sur les divergences politiques nationales. Cette trajectoire témoigne de l'émergence d'une diplomatie africaine décomplexée. Longtemps cantonnée au rôle de médiation régionale, l'Afrique revendique désormais sa place dans la gouvernance globale et les réformes structurelles du multilatéralisme. La présence d'un leader africain de premier plan dans le débat contradictoire pour la succession d'Antonio Guterres incarne ce refus du statut de simple spectateur des crises mondiales. Parallèlement, la République démocratique du Congo assure la présidence tournante du Conseil de sécurité. Pour maximiser son impact, Kinshasa concentre son agenda sur 3 axes prioritaires. La gouvernance des ressources naturelles, afin de briser le lien entre l'exploitation clandestine des minerais et le financement des conflits armés. La protection des civils et la lutte contre l'impunité, notamment face aux violences sexuelles en période de guerre. La réforme des opérations de maintien de la paix pour adapter les mandats de l'ONU aux réalités des menaces asymétriques.
Pour impacter durablement le terrain, en particulier dans l'Est congolais, ravagé par les violences, la présidence de la RDC doit dépasser le cadre formel des déclarations. Kinshasa s'appuie sur la tribune du Conseil pour imposer des débats thématiques à fort enjeu et mettre sous pression les réseaux internationaux de trafic de minerais qui alimentent le conflit. En usant de sa capacité d'agenda pour lier la sécurité régionale à la transparence des chaînes d'approvisionnement mondiales, la RDC tente de transformer une présidence mensuelle en un levier d'action stratégique et contraignant pour la paix en Afrique. New York pour Wanjila Connect. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et les États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, à Dallas, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzuzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité et du networking, et surtout producteur associé du JT diplomatique. Henri Désiré Nzuzi, vous nous avez pris de court. Nous allons parler maintenant détroit d'Ormuz, tension Iran, Arabie Saoudite et États-Unis d'Amérique. La toute première question, le détroit d'Ormuz reste l'un des points le plus explosifs du monde actuellement. Comment expliquer que malgré la pression militaire et diplomatique des États-Unis, l'Iran continue à résister? Comment expliquer cela? Bon, je pense que lorsque l'option a été levée de s'engager dans ce conflit, l'administration Trump a beaucoup sous-estimé la capacité de résistance de l'Iran. C'est une première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est le fait que vous avez énormément de dégâts collatéraux, non seulement dans la sous-région, mais pour le reste du monde. Les premiers dégâts collatéraux apparents, c'est bien évidemment toutes ces monarchies pétrolières et gazières situées tout le long du détroit. On ne va pas les citer: Oman, Bahreïn, Émirats arabes unis, Qatar, Koweït. Et puis, vous avez bien évidemment un Occident anxieux de voir s'envoler les prix du baril, puisque cela impactera forcément la consommation dans les démocraties occidentales, et cela, évidemment, crée d'autres difficultés. Le détroit d'Ormuz, c'est 20 à 25% du brut mondial qui passe par cette zone sensible. Avant le début du conflit, c'était une zone accessible à tous, évidemment, où il n'y avait aucun problème de cohabitation, en dépit des tensions persistantes entre l'Iran et certains de ses voisins immédiats. Et puis, vous avez eu ces discussions à Genève, d'abord au Pakistan, puis à Genève, qui ont abouti à cet accord de principe, appelons cela comme ça, puisque nous n'étions pas encore dans le dur des négociations. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion dans l'analyse de cette situation. C'est qu'en fait, il n'y a jamais eu d'accord. Il y a juste eu un accord sur les points qu'il fallait traiter dans le cadre des discussions. Et on a vu évidemment que l'impatience des deux camps a radicalisé les positions des uns et des autres. On sait très bien qu'Israël était totalement hostile à des négociations directes entre les États-Unis et l'Iran, puisque l'Iran continue toujours aux yeux de Tel Aviv de constituer une menace existentielle. Et on a vu que cela n'a pas empêché Israël de continuer à pilonner notamment certains pays, certaines bases où on avait effectivement des soupçons avérés d'une présence notamment du Hezbollah, cette milice chiite pro-iranienne qui est constituée, à l'instar d'ailleurs des Houthis au Yémen, comme étant des proxys de premier plan, comme d'ailleurs certaines milices qui sont situées en Irak et qui travaillent pour le compte de l'Iran. On voit très bien qu'on est dans une situation très compliquée. Je note par ailleurs que l'Iran a fait la pleine démonstration non seulement de sa capacité de résistance, mais surtout de son talent dans les négociations. Je rappelle que c'est un pays multiséculaire qui a inventé le jeu d'échecs et qui a toujours avancé dans les discussions sur deux fronts. Le premier, bien évidemment, c'est celui de la disponibilité d'esprit, de la volonté d'avancer dans un souci d'apaisement. Et l'autre, évidemment, c'est cette propension à vouloir tester les limites de l'adversaire pour essayer de voir jusqu'où
l'adversaire peut aller et comment est-ce qu'elle réagira à telle ou telle provocation. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans une impasse, nous aurons l'occasion d'en parler, et je pense que nous sommes partis pour un conflit qui s'inscrit malheureusement dans la durée. Henri Désiré Nzouzi, comment expliquer que l'Iran, considéré comme pays arabe, pays musulman, et surtout entouré de ses frères des pays arabes, puisse causer d'énormes dégâts collatéraux sur ses voisins proches et surtout, même s'ils sont alliés aux États-Unis? Comment expliquer cela? Alors, première observation, cher Symphorien, l'Iran n'est pas un pays arabe. L'Iran, c'est les Perses. Comme vous avez des Turcs, vous avez des Kurdes, ce ne sont pas des Arabes. Ce sont des musulmans, mais ce ne sont pas des Arabes. Mais ils sont tous pour la cause palestinienne, ils sont tous pour les mêmes causes. C'est parce que la religion musulmane en a fait un socle commun, une communauté de valeurs qui fait que la cause palestinienne a toujours eu un écho très favorable au sein même des opinions arabo-musulmanes. La Turquie n'est pas arabe, elle est ottomane, mais elle est de confession musulmane. Vous avez l'Iran, évidemment, qui n'est pas arabe, qui est perse, qui est de confession musulmane. Vous avez le Pakistan, où vous avez une majorité de Pakistanais, qui sont de confession musulmane, mais qui ne sont pas des Arabes. Donc, c'est très important de faire cette distinction. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, puisque nous parlons de religion, de communauté, de valeurs et de socle commun, il y a une tradition au sein même de la communauté arabo-musulmane, c'est celle de se saisir d'une problématique lorsqu'elle affecte votre foi. Et il est vrai que la question palestinienne, qui remonte à 1947, au moment où les Palestiniens ont jugé, à juste titre d'ailleurs, que le partage inéquitable qui découlait de cette résolution onusienne rendait les choses très compliquées. La suite, vous la connaissez, plusieurs guerres israélo-arabes, 48, 56, la guerre de Suez, 67, la guerre des 6 jours, la guerre du Kippour en 73, la guerre du Liban en 82, jusqu'à 2023, avec cette fameuse journée funeste du 7 octobre, où effectivement le Hamas est entré sur le territoire israélien et a procédé au massacre qui a donné lieu évidemment à cette lutte que nous connaissons, 50 000 Palestiniens tués en guise de représailles. Et puis vous avez eu cette fameuse guerre des 12 jours, il y a de cela quelques mois, où vous avez effectivement Israël qui a pilonné avec l'aide des Américains l'Iran, et le reste, eh bien, vous connaissez la suite. Donc, vous avez effectivement cette communauté de valeurs, ce socle commun au sein même de la religion musulmane. Alors, évidemment, vous avez des branches de cette religion. Vous avez notamment les chiites qui sont effectivement en première ligne. Vous avez en Égypte, pendant de très longues années, vous avez les frères musulmans qui ont exercé effectivement une influence telle que l'Égypte a connu beaucoup de difficultés jusqu'à la fameuse révolution de la place Tahrir en 2011. Vous avez comme ça plusieurs, je dirais, formes ou plusieurs approches de cet islam, qui fait que vous avez des appréciations totalement différentes et surtout un rapport au monde qui est totalement différente. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que vous avez en Iran notamment, eux qui sont véritablement des chiites purs et durs et qui sont donc pour une lecture, on va dire, beaucoup plus maximaliste de la charia, et qui fait que vous avez effectivement ce régime que l'on ne présente plus, puisque étant responsable de la mort d'un nombre incalculable de compatriotes, d'Iraniens, et puis vous avez effectivement cette frange notamment de la religion qui se veut beaucoup plus tolérante, ouverte sur le monde, et qui est représentée aujourd'hui par ces fameuses monarchies pétro-gazières dont on a évoqué tout à l'heure, hein, le long du détroit, qui sont ouverts au monde, pays touristique par excellence, qui
ont un rapport avec l'Occident qui est beaucoup plus apaisé, pendant que vous avez le géant iranien qui, lui, malheureusement, a fait l'objet ces dernières années d'énormes sanctions, mais ça ne l'a pas asphyxié pour autant, ce qui explique d'ailleurs sa forte capacité de résistance, dont on sait qu'elle est en partie due grâce au soutien discret de la Russie et de la Chine. Donc voilà, donc très important, l'Iran n'est pas un pays arabe, c'est un pays, ce sont des Perses, et ceux qui connaissent un peu l'histoire de la région savent qu'ils ont eu des souverains très importants, comme notamment Xerxès III, qui ont, pendant de très longues années, exercé une certaine influence, pas toujours glorieuse, mais qui ont développé comme ça cette civilisation perse qui a quand même donné au monde un certain nombre de personnages importants et qui a surtout légué à la prospérité le fameux jeu d'échecs dont je parlais il y a de cela quelques minutes. Henri Désiré Nzouzi, la question à $1 milliard. Qui dirige actuellement l'Iran? Est-ce la Chine, la Russie, les différentes factions qui dirigent les régions iraniennes? Qui donne l'ordre? Qui coordonne? Qui exécute? Mais qui dirige l'Iran actuellement? Alors, on va revenir sur le monde arabo-musulman pour rappeler, comme je l'ai évoqué, vous avez d'un côté les chiites, vous avez les sunnites, vous avez effectivement d'autres variantes qui, effectivement, impactent sur, je dirais, la gouvernance locale. De façon générale, on dira que l'islam qui est pratiqué aujourd'hui en Iran, qui est une véritable théocratie, qui remonte, on va le rappeler, hein, à 1979, lorsqu'il y a eu l'avènement de l'ayatollah Khomeini et la révolution islamique, a jeté les bases d'un régime qui s'est, au fil des années, fragmenté en plusieurs cercles d'influence concentriques, avec au sommet de la pyramide, dans ce régime des mollahs, vous avez les grands théocrates hein, qui sont au niveau de vraiment au niveau du commandement suprême et de la définition même de la stratégie à long terme du pays. Vous avez à un échelon plus bas, vous avez les gardiens de la révolution hein, qui sont incarnés par une oligarchie qui elle-même a des intérêts à faire prévaloir. Vous avez le régime politique, parce qu'il faut savoir que dans ce pays, le président de la République n'est que la 5e personnalité de l'État. Vous avez bien entendu, le président de la République islamique iranienne n'est que la 5e personnalité de l'État. Depuis l'assassinat de l'ayatollah Khamenei, depuis que son fils a pris le relais, mais dont on a à ce jour aucune trace visible, depuis l'exécution de nombreux hauts responsables de ce régime, il y a aujourd'hui, de mon point de vue, un modus vivendi entre les différents cercles concentriques pour sauver le régime. Si à l'époque, vous aviez les mollahs qui décidaient d'un côté, vous aviez notamment les gardiens de la Révolution et à un échelon beaucoup plus bas au niveau des gouvernorats, des potentats locaux qui savaient tirer leur épingle du jeu, il y a un constat, c'est qu'aujourd'hui, rien ne pourrait fonctionner sans un minimum de collaboration entre ces différents échelons. Ce qui est certain, c'est que l'appareil militaire est maîtrisé. S'il y avait eu véritablement de problèmes, nous n'aurions pas cette capacité de résistance de la part de l'Iran. Mais je rappelle quand même que de manière discrète, mais néanmoins soutenue, des pays comme la Corée du Sud, la Chine et bien évidemment la Russie apportent une aide matérielle et logistique à l'Iran, ce qui lui permet effectivement de nous surprendre aujourd'hui. Vous noterez d'ailleurs que au tout début du conflit, le 28 février dernier, jusqu'à présent, les tirs de missiles iraniens ont gagné en précision. À l'époque, on s'amusait et on se moquait même dans certains milieux de cette absence de précision qui causait néanmoins des dégâts de la part des missiles iraniens. Depuis maintenant 2 mois, on voit que les cibles sont atteintes avec une précision chirurgicale, ce qui montre bien qu'il y a une montée en gamme
de la part des Iraniens dans leur capacité de réaction. Donc c'est quelque chose dont il faut prendre véritablement la pleine mesure. Et ce qui s'est passé il y a de cela quelques jours, notamment en Jordanie, lorsque l'Iran a ciblé une base américaine, montre que ce pays garde quand même une forte capacité de nuisance. Aujourd'hui, on le sait, à la faveur de l'arrêt des bombardements américains, les Iraniens ont décidé de ne plus frapper ses voisins immédiats. On pense évidemment à Bahreïn, le Sultanat d'Oman, le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Mais cela risque d'être de très courte durée si les positions continuent à se radicaliser. On aura certainement l'occasion d'en parler avec notamment le volet nucléaire que vous évoquiez en début d'émission. Henri Désiré Nzouzi, toujours dans cette crise, plusieurs capitales européennes affirment que cette escalade a été initiée par Washington sans concertation. Est-ce une bonne approche et quel risque existe-t-il si l'OTAN ou l'Union européenne laissait faire? Alors, vous savez, la grande difficulté lorsque vous prenez, comme ça a été le cas d'ailleurs de l'administration Trump, vous prenez unilatéralement la décision de vous engager avec évidemment l'assistance de l'État hébreu, c'est que vous ne consultez pas vos alliés. Et lorsque vous vous retrouvez enlisé dans le conflit, c'est à ce moment-là que vous vous souvenez que vous avez des alliés. Mais c'est un peu compliqué de revenir vers eux en exigeant notamment davantage, je dirais, de solidarité. Et donc, ces alliés dont nous parlons ont des opinions publiques et donc ont des comptes à rendre à ces opinions publiques. Et vous avez à l'inverse un président américain, probablement le plus réactionnaire de l'histoire récente des États-Unis, qui n'en fait qu'à sa tête. En fait, il n'écoute que lui-même, il souhaite entraîner ses alliés dans, je dirais, sa campagne, tout en jetant des anathèmes contre ceux qui ne veulent pas s'engager, mais qui, en réalité, font preuve d'une prudence très importante. Et je pense que les alliés des États-Unis partent du principe que, quels que soient les reproches que l'on peut faire à l'Iran, on ne déplacera pas ce pays de sa zone géographique. Ce qu'il faut espérer, effectivement, c'est que ce régime s'effondre et qu'il puisse être beaucoup plus fréquentable pour rendre la zone beaucoup plus sécurisée. Mais on ne peut pas présenter l'Iran aujourd'hui comme étant l'ultime menace, alors que vous avez des générations d'Iraniens qui aspirent véritablement au changement. Et sur cette jeunesse iranienne, vers cet avenir iranien que compte une certaine opinion publique, je dirais, internationale. Ce qui va être déterminant, c'est la capacité des États-Unis, d'abord, à contenir l'impatience d'Israël, qui est certes justifiée, c'est de pouvoir effectivement créer les conditions d'un dialogue qui pourrait amener les Iraniens à pouvoir, je dirais, assouplir les choses, tout en misant évidemment sur l'émergence véritablement d'un mouvement interne qui pourrait, à l'instar de ce qui s'est passé en 1979, renverser la table. Mais il ne s'agit en aucun cas de causer des dégâts dans la zone et d'appeler à la rescousse des alliés occidentaux ou autres qui, eux, n'aspirent qu'à une chose, à la normalisation des relations entre les différents acteurs. Vous savez, malgré les dégâts causés par l'Allemagne au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, aujourd'hui, est un pays fréquentable. Il a fallu beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, il a fallu beaucoup de discussions pour accepter que ce pays réintègre la communauté internationale et soit aujourd'hui le membre le plus éminent de l'Union européenne et une puissance mondiale. De la même manière, pour un pays qui a été accablé par de nombreuses sanctions, il s'agira véritablement d'essayer de tirer le meilleur de ce pays en extirpant ce qui aujourd'hui en fait justement une menace existentielle pour l'ensemble de la région, mais dans un souci de normalisation pour tout le monde. Et ça, c'est un point qui me semble fondamental. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'allumer des allumettes et de mettre le feu à la plaine, il s'agit véritablement de trouver comment dirais-je, le moyen le plus efficace d'éteindre un incendie qui, si nous n'y prenons pas garde, risque de ravager une partie de la région. Et je pense que le monde
devrait faire l'économie d'une telle perspective. Alors, Désiré Ndouzi, pour terminer ce chapitre, les États-Unis envisageraient de doter l'Arabie saoudite d'un programme nucléaire civil. Quel risque géopolitique cela peut entraîner, sachant que l'Arabie saoudite est claire, si l'Iran est capable d'avoir l'arme nucléaire, ils vont aussi avoir cette arme nucléaire. Alors, il y a deux choses. Il faut vraiment éviter ce que je qualifierais d'escalade. Il est vrai que l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, a éprouvé les pires difficultés ces dernières années à faire son travail, notamment en Iran. Mais il faut quand même rappeler que lorsque Donald Trump est arrivé en 2016 à la Maison-Blanche, une des premières décisions, ça a été de sortir de l'accord qui avait été obtenu avec l'Iran. Et en sortant de cet accord, qui était pourtant qualifié par beaucoup d'experts comme étant équilibré et qui mettait l'Iran sur une trajectoire, je dirais, de contrôle et de vérification, il n'a fait que entêter les Iraniens qui se sont résolus à poursuivre leur programme nucléaire. Et de toute façon, ils l'auraient fait compte tenu du comportement auquel nous assistons depuis quelques mois maintenant, depuis l'arrivée de Trump. Alors, le fait de permettre à l'Arabie saoudite de se doter notamment à terme, à travers évidemment un programme nucléaire civil de l'arme nucléaire, ne me paraît pas être une bonne solution. D'abord parce que, de toute manière, si l'Arabie saoudite souhaite s'inscrire dans cette dynamique, elle le fera avec ou sans les États-Unis, même si les États-Unis sont considérés comme leurs principaux alliés. Mais à la lumière de ce qui s'est passé ces derniers mois avec ces bombardements dont ont été victimes les Saoudiens, c'est vrai que c'est une donne nouvelle qui vient enrichir, je dirais, le catalogue de revendications de l'Arabie saoudite, dont je rappelle qu'elle est membre éminent des BRICS au même titre que l'Iran, ce qui montre bien la difficulté que les BRICS ont eu à pouvoir en interne trouver éventuellement ou créer les conditions d'un dialogue entre deux pays qui en fait sont en guerre de facto à cause justement du conflit qui oppose l'Iran aux États-Unis et à Israël. Le dossier nucléaire est très compliqué, mais deux exemples que j'aimerais vous porter à la connaissance de ceux qui nous suivent. Vous avez d'un côté accès à un programme nucléaire civil qui se veut officiellement pacifique, puisqu'il s'agit effectivement de créer de nouvelles alternatives sur le plan énergétique et de permettre effectivement de maîtriser tout un processus qui vous met à l'abri, je dirais, de complications à caractère énergétique. Mais on sait très bien que la finalité peut être effectivement de pouvoir parvenir à l'enrichissement de l'uranium, ce qui vous donne accès à terme à l'arme nucléaire. Et puis vous avez, à l'instar de pays comme la Belgique, comme l'Italie, comme la Turquie, comme l'Allemagne, 4 pays qui sont membres de l'OTAN et qui ont la particularité d'abriter sur leur territoire des rampes de lancement d'armes nucléaires. Dans le cadre de l'OTAN, ces pays disposent effectivement d'installations qui permettent aux États-Unis de pouvoir faire partir ces armes nucléaires de ces différents territoires avec l'accord évidemment de ces États-là. Ces pays-là ne sont pas, je dirais, à la manœuvre pour se doter de l'arme, mais disposent de ces armes-là parce qu'elles ont été stockées à la demande des États-Unis dans le cadre évidemment de l'organisation du traité Atlantique Nord. Ce n'est pas comme si demain les États-Unis décidaient d'installer une base en Arabie Saoudite avec notamment des rampes de lancement d'armes nucléaires, ce qui changerait bien évidemment radicalement la donne. Donc de ce point de vue-là, je pense que ne paniquons pas, ne cédons pas à la panique. On peut considérer cette annonce de Trump comme étant, on va dire, un peu surprenante, mais elle ne fera qu'envenimer la situation parce que le traité de non-prolifération qui date d'il y a quelques années a été foulé aux pieds par certains pays. On pense évidemment à la Corée du Nord qui n'a pas hésité à se doter de l'arme nucléaire. Bon, Israël, c'est depuis 1967 qu'elle dispose officiellement de l'arme nucléaire, mais vous avez des pays comme le Pakistan et l'Inde qui disposent de chacune entre 150 et 180 ogives qui, elles, au nom justement de cette sanctuarisation
de leur capacité de dissuasion, se sont dotés de l'arme nucléaire. On pourrait penser que des pays comme l'Arabie Saoudite pourraient effectivement s'inspirer de cette démarche, mais pas que, puisque la Turquie, déjà, en son temps, avait des velléités, puisqu'on se souvient au plus fort de la crise des missiles de Cuba. C'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ce conflit s'est terminé, c'est que les États-Unis, à l'époque, avaient menacé d'installer une base de missiles sur le territoire turc, ce qui avait fait reculer à l'époque l'Union soviétique. Donc, on voit très bien que l'Union soviétique de Khrouchtchev n'est plus l'Union soviétique de Poutine, puisqu'aujourd'hui, la Russie de Poutine envahit l'Ukraine et ne se prive pas d'utiliser des missiles hypersoniques pour essayer de faire monter la pression. Le monde est devenu très dangereux. Et cette dangerosité donne légitimement à des pays qui se sentent menacés des arguments pour se protéger. Et pour se protéger par tous les moyens nécessaires. Et je pense que la proposition de Donald Trump s'inscrit davantage dans cette dynamique-là, de donner peut-être des gages à ses alliés, qu'à défaut de pouvoir tout le temps les protéger, eh bien, elle va leur donner accès à un programme nucléaire qui, s'il est mené à son terme, pourrait effectivement déboucher sur l'acquisition de l'arme nucléaire. Mais nous verrons comment tout cela s'articulera. Pour l'instant, la priorité, je le répète évidemment, c'est la pacification de la zone, c'est de sortir le plus tôt possible de cette situation parce qu'elle risque véritablement de nous exploser à la figure et surtout, le spectre qui aujourd'hui plane sur nos têtes, c'est véritablement celui d'une extension géographique de ce conflit qui pourrait avoir des conséquences potentiellement incalculables. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité et du networking et producteur associé du JT diplomatique. Nous allons suivre cet élément, l'impasse du détroit d'Ormuz, et nous revenons après. Verrou stratégique de la planète par lequel transite traditionnellement près d'un quart du commerce mondial de pétrole, le détroit d'Ormuz demeure l'un des points les plus explosifs du globe. Malgré une pression militaire et diplomatique maximale exercée par les États-Unis, l'Iran maintient sa capacité de résistance. Téhéran tire parti d'une doctrine éprouvée de guerre asymétrique, déploiement de mines marines, essaim de drones et harcèlement du trafic maritime. Cette posture permet au régime iranien d'utiliser la géographie du Golfe comme un levier de chantage économique, transformant le coût de la confrontation en une menace permanente pour l'économie globale. Dans ce rapport de force, l'Iran inflige régulièrement des dommages collatéraux aux pays arabes voisins, alliés de Washington. Cette persistance est une stratégie délibérée, élever le coût sécuritaire et financier pour les monarchies du Golfe. En menaçant les infrastructures pétrolières, les zones portuaires ou les routes maritimes de la région, Téhéran cherche à diviser le front adverse, à ébranler la confiance dans le parapluie sécuritaire américain et à inciter ces États à faire pression sur Washington pour réclamer un apaisement. Face à l'escalade, plusieurs gouvernements européens estiment que cette crise découle des choix unilatéraux de l'administration américaine et qu'il incombe au président Donald Trump d'y mettre fin. Si ce refus d'entraînement évite une implication directe, la politique de l'effacement comporte de lourds dangers. Abandonner la gestion du détroit d'Ormuz aux seuls acteurs américains et iraniens expose l'Europe à un choc énergétique et inflationniste incontrôlable. De plus, l'inaction de l'OTAN et de l'Union européenne crée un vide sécuritaire qui favorise l'instabilité maritime et affaiblit la gouvernance du droit international. Pour rééquilibrer ces alliances, Washington a franchi un pas décisif en concluant un accord pour doter l'Arabie saoudite d'un programme nucléaire civil. Mais cette décision suscite de vives inquiétudes géopolitiques. Transfert de compétences et technologies atomiques à Riyad risque d'alimenter les craintes de prolifération dans une région déjà surarmée. Ce précédent saoudien pourrait pousser d'autres puissances régionales à réclamer des capacités équivalentes, transformant la rivalité du Golfe en une course aux armements incontrôlable. Washington pour Wanjila Connect.
De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo, et nous sommes aux États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, à Dallas. Henri Désiré Nzouzi, nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Nous allons parler maintenant de rôle et positionnement de l'Afrique, conséquences énergétiques mondiales par rapport au conflit. Le conflit USA-Iran influe directement les alliances régionales comme l'Afrique. Comment l'Afrique doit-elle se positionner pour éviter d'être prise dans ce bras de fer? Parce que certains membres de pays de l'Afrique appartiennent à des regroupements régionaux internationaux et aujourd'hui, vous avez le BRICS. Comment l'Afrique peut se positionner? Henri Désiré Nzouzi. Alors, je vais être cynique avec vous. Je pense que actuellement, la stratégie de l'Afrique, c'est précisément de ne pas se positionner. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez deux pays importants, membres permanents du Conseil de sécurité, qui plus est puissance nucléaire de premier plan, qui ont violé le droit international. Or, ce sont ces deux pays qui donnent le tempo dans cette marche du monde. Vous avez beaucoup de pays africains qui entretiennent d'excellentes relations avec la Russie, de la même manière que vous en avez certains qui ont effectivement d'excellentes relations avec les États-Unis, ou d'ailleurs avec l'État hébreu. Toute la difficulté pour ces pays, c'est de ne pas s'aliéner des alliances bâties dans la durée et qui souvent se traduisent par des accords de coopération militaire et autres. Donc, vous voyez la position dans laquelle se trouvent la plupart des pays africains, c'est qu'ils ne veulent pas contrarier, les intérêts ou les ambitions d'alliés devenus encombrants du fait de leur activisme dans des pays dans lesquels ils violent ostensiblement le droit international. Aujourd'hui, l'Afrique n'a pas grand-chose à dire. Et quand vous regardez le fonctionnement des organisations régionales, sous-régionales ou continentales à l'image de l'Union africaine, vous verrez qu'ils ne prennent pas beaucoup de risques. Aujourd'hui, c'est l'économique qui prime sur tout le reste. Et même, vous avez des pays comme les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, vous avez le Niger, le Burkina et le Mali qui se sont retirés de la CEDEAO pour, disons, poursuivre un destin commun et qui n'en font qu'à leur tête. Et la CEDEAO, aujourd'hui, qui est présidée depuis maintenant quelques jours par le Sénégal, sa présidence tournante, se garde bien de se mêler de ce qui se passe dans ces pays-là. Donc, vous avez à la fois une volonté de vouloir consolider les acquis sur le plan économique, avec notamment la libre circulation des personnes, avec le commerce transfrontalier, et une volonté de ne plus se mêler de conflits, parce que ça crée davantage de difficultés. Maintenant, vous avez ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire des pays qui restent très largement tributaires de l'aide internationale ou de mécanismes de coopération et d'aide internationale, qui aujourd'hui ne peuvent pas élever la voix parce que leur avenir dépend en partie du bon vouloir de ces grandes puissances pour obtenir des libéralités ou des facilités dans tel ou tel domaine. Et c'est pour ça, c'est en cela que l'Afrique, pas toute l'Afrique, vous avez quand même des pays qui ont leur mot à dire et qui sont traditionnellement tournés vers le commerce international et ont un poids politique et géopolitique, pour ne pas dire diplomatique, important. On pense évidemment à l'Égypte, on pense à l'Afrique du Sud, au Maroc, on pense à l'Algérie, qui sont de véritables locomotives économiques et diplomatiques et qui pèsent véritablement dans les échanges internationaux. Quand vous voyez la question notamment palestinienne avec au plus fort de cette guerre l'Égypte qui a une frontière, je rappelle quand même, avec la bande de Gaza, on voit très bien le rôle que joue ce pays qui par ailleurs est membre des BRICS. J'en viens puisque j'ai conduit une forte délégation il y a de cela quelques jours. C'est des pays qui jouent véritablement leur partition et qui peuvent avoir une opinion sans craindre d'être effectivement démentis. Mais nous sommes dans une période où vous avez cette volonté d'équilibre. Et vous savez, si je prends l'exemple de ce fameux vote qui a eu lieu au mois de mars 2022 à l'Assemblée générale, lorsque l'opération spéciale de la Russie a été lancée par Poutine en Ukraine, on se souvient de la manière dont les pays africains avaient voté. Beaucoup s'étaient abstenus. Certains ont voté contre, quelques-uns ont voté pour une condamnation. C'était la première vraie grande rupture
au niveau, je dirais, diplomatique international, et une première tentative plutôt réussie des pays africains de s'affranchir de la tutelle de ces puissances. Aujourd'hui, rien n'a changé. On voit très bien que chacun évite de se mêler de la politique extérieure de ces puissances, même si on réprouve, on condamne à demi-mot ce qui se passe, on ne peut pas prendre le risque de rompre avec ces pays. Et je vais vous donner un dernier exemple, parce que je sais que nous sommes pris par le temps. Regardez ce qui se passe en Afrique du Sud. Cette manière qu'ont les Sud-Africains de traiter leurs frères africains, les étrangers. On n'a pas entendu beaucoup de pays africains monter au créneau pour condamner de manière virulente ce qui se passe. La raison, elle est très simple. La position politique, diplomatique, économique de l'Afrique du Sud, qui en fait une véritable puissance continentale, eh bien, ne permet pas à tous les pays qui sont en affaire avec ce pays ou qui ont une relation de coopération avec ce pays d'hausser le ton, parce qu'il y a d'autres enjeux. Et c'est pour cette raison qu'il y a une forme de complaisance, j'allais dire. On privilégie en fait le confort d'une situation plutôt que des principes intangibles sur lesquels nous avons toujours fondé le vivre ensemble, c'est-à-dire le respect de la personne humaine, la protection des minorités et surtout le fait que nous devons vivre en bonne intelligence avec notamment des gens qui ont connu l'apartheid et qui visiblement ne se souviennent plus de ce long combat qui a été mené par Nelson Mandela, ce qui lui a valu 28 ans de prison et qui aujourd'hui est balayé par des comportements erratiques qui font qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud n'est pas en capacité de pouvoir redorer une image qui, pendant très longtemps, lui a collé à la peau. Et c'est bien dommage. Beaucoup d'experts soulignent que la chaîne d'approvisionnement mondiale est en train de se fragiliser avec cette crise. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique peut avoir ses cartes en main? Oui. Avant le cas du Nigérian Aliko Dangote qui a doublé sa production. Tout à fait. Parce que l'Europe a besoin de combustible pour ses avions. Vous avez aussi l'Inde. Est-ce que l'Afrique peut se dire je peux imposer un modèle économique et énergétique au monde? Oui, à condition de parler d'une seule et même voix. Vous savez, lorsque Aliko Dangote a émis le souhait d'installer une raffinerie dans un pays africain, on a vu curieusement le Fonds monétaire international et la Banque mondiale monter au créneau pour considérer que cette idée n'était pas aussi bonne qu'on pourrait l'imaginer. En réalité, l'ambition de Dangote contrarie beaucoup d'intérêts à l'international. Et ça montre bien que les Occidentaux veulent maintenir les Africains dans une situation de dépendance. À chaque fois que les Africains ont eu l'opportunité de prendre leur destin en main, ils se sont toujours heurtés à des obstacles. Et Aliko Dangote ne fait pas exception à la règle. Mais pour que l'ambition de Dangote puisse s'exprimer véritablement, il faut une véritable prise de conscience collective de la part des Africains. Il faut que les pays sortent de leur petite position confortable, égoïste, qui consiste par exemple à privilégier ma relation avec Paris au détriment de ma relation avec un bloc régional, etc. Il faut sortir de là. Et en cela, l'exemple de l'Alliance des États du Sahel devrait nous inspirer, parce que vous avez 3 pays qui n'ont pas hésité à chasser une ancienne puissance tutélaire, qui n'ont pas hésité à lier leur destin pour essayer de converger ensemble. Et il est grand temps, effectivement, que des initiatives comme Dangote se multiplient sur le continent. Parce que tant qu'on maintiendra l'Afrique dans cette situation de dépendance, tant que l'on fera toujours brandir sur les têtes des gouvernements africains le spectre de la récession, le fait que l'on interrompe tel ou tel mécanisme d'aide au développement, etc., nous resterons dans une extrême vulnérabilité. Et donc, oui, l'Afrique a véritablement une carte à jouer. C'est le moment de trouver des alternatives au modèle occidental en matière de chaîne d'approvisionnement. C'est le moment de se rapprocher de pays comme la Chine, comme l'Inde, qui ont déjà commencé à développer leurs propres mécanismes par rapport aux chaînes d'approvisionnement, qui ont diversifié évidemment leurs partenariats stratégiques. Nous devons être en capacité
de le faire. Ce que nous avons réussi à faire sur le plan diplomatique, avec cette fameuse rupture que j'évoquais tout à l'heure, qui remonte à 2022 à l'Assemblée générale, nous devrions être en mesure de le faire également sur le plan économique. Henri Désiré Nzouzi, un grand merci d'avoir participé à ce programme et d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Merci à vous. De partout où vous avez suivi, nous avons reçu pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, producteur associé du JT diplomatique et initiateur des apéros de la diversité et du networking. Restez branchés à nos programmes. Suivez-nous à Paris, Montréal, Washington et Kinshasa et restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.